Pendant 5 ans, 7 mois et 23 jours, un homme a regardé des gendarmes, des juges, un jury populaire et les parents de sa femme disparue, droit dans les yeux, pour répéter inlassablement la même phrase « Je n'ai absolument rien fait à Delphine ». Le 15 juillet 2026, cet homme change de version. Il écrit à ses avocats qu'il est l'auteur de la disparition de son épouse. 6 jours plus tard, face à une juge d'instruction, il raconte enfin, dans le détail, ce qui s'est passé cette nuit de décembre 2020. Sauf qu'à peine 2 semaines plus tard, un détail matériel retrouvé dans sa propre maison va venir contredire son propre récit. Comme si, même en avouant, cet homme continuait encore de mentir. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter cette histoire depuis la fin, en sachant déjà tout. Je vais reconstituer avec vous comment on a fini par coincer Cédric Jubilard. Étape par étape, exactement dans l'ordre où les enquêteurs ont assemblé les pièces de ce puzzle. Et vous allez voir, même la toute dernière pièce ne s'emboîte pas encore parfaitement. Salut à tous et bienvenue sur Crimo. Aujourd'hui, on reprend l'affaire Jubilard, mais pas de la façon habituelle. On va la reconstituer comme une véritable enquête, indice par indice, exactement comme les gendarmes et les juges l'ont vécu depuis le premier jour. Installez-vous, ça va être long, mais ça vaut le coup. Nous sommes dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Vers 4h du matin, Cédric Jubilard contacte une voisine par message. « Dis à Delphine de rentrer ». La réponse tombe. « Non, Delphine n'est pas avec moi ». Peu après, il appelle la gendarmerie pour signaler la disparition de son épouse, une infirmière de nuit de 33 ans. Selon lui, elle aurait quitté le domicile familial en pleine nuit, en doudoune blanche, n'emportant que son téléphone. C'est le point de départ officiel de l'enquête. Et presque immédiatement, les premiers éléments recueillis par les gendarmes commencent à ne plus coller avec ce récit. D'abord, le téléphone de Delphine. Il cesse d'émettre le matin même dans un rayon de 2 km autour du domicile. Il sonne une dernière fois à 22h55, puis bascule sur messagerie à 7h48 en déclenchant un relais différent de celui utilisé habituellement quand Delphine est chez elle. Sa lampe torche, elle, n'a jamais été allumée cette nuit-là. Étrange pour une femme qui serait partie à pied, sans voiture, dans une rue non éclairée. Ensuite, la voiture de Delphine. Elle a été déplacée pendant la nuit, retrouvée garée à l'envers de son sens habituel, avec de la condensation à l'intérieur. Signe, selon un expert, d'une présence humaine récente. Pourtant, ses clés sont bien rangées dans son sac à main, à l'intérieur de la maison. Puis vient la question du podomètre. Cédric Jubilard affirme n'avoir fait qu'une quarantaine de pas entre le moment où il constate l'absence de sa femme et l'arrivée des gendarmes. Une première analyse semble le confirmer. Mais une analyse ultérieure, plus poussée, va révéler qu'il a en réalité effectué au moins 300 pas cette nuit-là, 7 à 9 fois plus que ce qu'il avait déclaré. Et puis, il y a le lave-linge. Il tourne quand les gendarmes arrivent, à 4h50. Le procureur annonce d'abord qu'il contient la couette sous laquelle dormait Delphine. Une déclaration ensuite contredite par une photo prise l'après-midi même, montrant cette même couette posée sur le canapé-lit. L'analyse de l'eau ne révèle, elle, aucune trace de sang. Ce soir-là, vers 23h, 2 voisines affirment avoir entendu les cris d'une femme. Et des mois plus tard, lors d'un second interrogatoire, le fils aîné du couple, 6 ans à peine, évoque pour la première fois une violente dispute entre ses parents ce soir-là. Un détail qu'il n'avait pas mentionné lors de sa première audition. Pris séparément, aucun de ces éléments ne prouve un meurtre. Mais mis bout à bout, ils vont pousser les enquêteurs à explorer méthodiquement 5 pistes distinctes, en commençant par celle qui n'implique absolument pas Cédric Jubilard. Première piste, l'amant. Delphine
correspondait depuis plusieurs mois avec un homme surnommé le confident de Montauban. Son vrai nom, Jean M, de son vrai nom, Donat Jean Maquet, ne sera révélé publiquement que des années plus tard, lors du procès. Le soir de sa disparition, elle lui avait envoyé une photo d'elle en tenue de nuit, peu avant 23h. Les deux envisageaient sérieusement de s'installer ensemble à Albi. Mais son alibi tient. Son ex-compagne confirme qu'il se trouvait chez lui, à des kilomètres de là, au moment des faits. Il est mis hors de cause. Deuxième piste, un homme au comportement jugé pressant envers Delphine. Entendu par les gendarmes, il nie toute implication. Aucun élément matériel ne permettra jamais de le relier à l'affaire. Troisième piste, le propriétaire d'un camping-car garé à proximité du domicile familial dans les jours précédant la disparition. Retracé et entendu, il est rapidement mis hors de cause. Quatrième piste, la plus rocambolesque, Cathy. En décembre 2021, les enquêteurs apprennent l'existence de cette femme, l'épouse de l'amant de Delphine, qui aurait intercepté un message compromettant et confronté Delphine directement. Les deux femmes auraient conclu un pacte. Delphine attendrait la séparation officielle de Cathy avant de poursuivre ouvertement sa liaison. Le soir même de sa disparition, Delphine aurait rompu ce pacte. Furieuse, Cathy passe 145 appels vers un numéro inconnu la veille des faits. Elle sera, elle aussi, définitivement mise hors de cause. Cinquième piste, la plus troublante avec le recul, un codétenu de Cédric Jubilard. Le 17 janvier 2022, ce codétenu affirme que Jubilard lui aurait confié avoir tué son épouse au couteau et enterré son corps dans une ferme incendiée du lieu-dit Drignac, à Cagnac-les-Mines. Des fouilles massives sont organisées. Elles ne donnent rien, le corps n'est pas à Drignac. 4 pistes écartées, une cinquième qui pointe déjà, au mauvais endroit, vers Cédric Jubilard lui-même. C'est précisément sur lui que les enquêteurs vont désormais concentrer tous leurs efforts. Le 16 juin 2021, 6 mois après les faits, Cédric Jubilard, sa mère et son beau-père sont placés en garde à vue. 2 jours plus tard, il est mis en examen pour meurtre aggravé et placé en détention. Les charges reposent uniquement sur un faisceau d'indices comportementaux. Les incohérences du podomètre, la voiture déplacée, 180 appels passés vers le téléphone de Delphine avant 10h ce matin-là, puis plus aucun appel après le lendemain, un deuil bien trop rapide selon l'accusation. En décembre 2022, sa nouvelle compagne, Séverine L, est à son tour placée en garde à vue 35 heures, puis relâchée sans charge. Le 21 novembre 2023, le parquet général annonce le renvoi de Cédric Jubilard devant la cour d'assises du Tarn. Entre cette mise en examen et l'ouverture du procès, près de 4 années vont s'écouler. Et pendant tout ce temps, ce dossier va cesser d'être une simple enquête criminelle pour devenir un véritable phénomène national. Dès 2021, des groupes Facebook se créent, rassemblant chacun plusieurs milliers de membres, où des détectives amateurs épluchent chaque déclaration des avocats et échafaudent leurs propres théories. Le sociologue des médias Michel Moati parlera à l'époque d'un véritable parasitage de l'enquête réelle par ce déferlement numérique. La télévision et la radio ne sont pas en reste. TF1 consacre un numéro de chronique criminelle. Dès octobre 2021, RTL revient sur l'affaire en plusieurs épisodes. Fin août 2025, à quelques semaines de l'ouverture du procès, une série documentaire complète en 7 épisodes, Affaire Jubilard, Anatomie d'une disparition, retrace heure par heure la disparition, la maison si particulière du couple, la liaison de Delphine, la battue citoyenne, l'enfance de Cédric et l'avancée de l'enquête. Mais la comparaison qui revient le plus souvent, sans conteste, est celle avec l'affaire Daval. Et elle mérite qu'on s'y attarde, tant les échos entre les deux dossiers sont troublants. Le 28 octobre 2017, Alexia Daval, une joggeuse de 32 ans, disparaît en Haute-Saône. Son mari, Jonathan Daval,
participe en larmes à une marche silencieuse aux côtés de ses beaux-parents avant d'être rapidement placé en garde à vue. Il avoue d'abord l'avoir tué accidentellement, se rétracte, accuse son propre beau-frère d'un pacte secret, familial pour étouffer l'affaire, avant de finalement, 6 mois plus tard, reconnaître de nouveau le meurtre, cette fois volontaire, et avoir tenté de brûler le corps de sa femme. Lors de son procès, ouvert le 16 novembre 2020, Jonathan Daval explique avoir craqué après le mot de trop, la crise de trop. Alexia lui aurait dit, ce soir-là, « Tu n'es pas un homme, tu es nul, tu n'es rien ». Le 21 novembre 2020, il est condamné à 25 ans de réclusion. Vous voyez sans doute où je veux en venir. Un mari en larmes devant les caméras. Des mois de dénégation. Un aveu qui, quand il finit par arriver, cherche à justifier le geste par une phrase prononcée par la victime elle-même. Face à ce parallèle, dès décembre 2020, l'avocat de Cédric Jubilard le rejette avec véhémence, le jugeant insultant et infondé. Pour moi, ce qui frappe le plus avec le recul, c'est à quel point ce parallèle, jugé infondé pendant 5 ans par la défense, va s'avérer, en juillet 2026, on ne peut plus jusque dans les mots employés par Cédric Jubilard lui-même pour expliquer son geste, qui font étrangement écho à ceux de Jonathan Daval 6 ans plus tôt. Quand le procès Jubilard s'ouvre enfin, en septembre 2025, ce ne sont pas moins de 300 journalistes accrédités qui se pressent dans le prétoire du tribunal d'Albi. Mais avant même l'ouverture officielle des débats, un témoignage recueilli quelques semaines plus tôt seulement va déjà, en coulisses, bouleverser complètement la préparation de l'accusation. Deux mois avant l'ouverture du procès, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse interrogent longuement une femme que Cédric Jubilard avait fréquentée peu après la disparition de Delphine. La justice venait de demander un supplément d'informations à son sujet. Ce qu'elle raconte va se révéler, avec le recul de 2026, presque prophétique. Selon Le Parisien, cette femme confirme que Cédric Jubilard lui aurait un jour confié une phrase glaçante. « J'ai déjà tué une fois, ne me trompe pas et tout se passera bien. » Elle évoque également la housse de couette, encore humide, retrouvée par les gendarmes quelques heures seulement après la disparition de Delphine. Jubilard lui aurait confié l'avoir lavée pour effacer des traces de pertes urinaires de sa femme, des pertes consécutives, selon ses propres mots à elle, à un étranglement. Un aveu déguisé, verbal, murmuré à une compagne, bien avant que Cédric Jubilard ne se décide à en dire quoi que ce soit devant la justice. Ce témoignage, resté largement dans l'ombre médiatique jusqu'ici, prend un tout autre relief aujourd'hui. La housse de couette humide, l'étranglement évoqué, l'aveu à demi-mot, tout cela colle, presque mot pour mot, à ce que Cédric Jubilard finira par admettre en juillet 2026. Ce témoignage n'était donc qu'un début. Une fois le procès ouvert, en septembre 2025, une bonne dizaine d'autres témoignages tout aussi marquants vont se succéder à la barre. Mais avant même d'entendre le moindre témoin sur les faits de la nuit du 15 décembre, la cour va d'abord vouloir comprendre qui est vraiment l'homme assis sur le banc des accusés. Né le 14 septembre 1987, Cédric Jubilard grandit dans un environnement familial profondément instable, ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, puis en foyer pour mineurs jusqu'à sa majorité. Il commence à fumer du cannabis dès l'âge de 15 ans, une consommation qu'il reconnaît aujourd'hui encore à raison de 7 à 8 joints par jour. Une ancienne famille d'accueil se souviendra de lui ainsi. Il transgressait les règles en consommant. On avait l'impression que rien ne le touchait. Le tout premier jour du procès, le 22 septembre 2025, la Cour consacre une large partie de l'audience à l'examen de sa personnalité. La psychologue Gaëlle Carozal-Faure dresse un portrait contrasté. Une trajectoire chaotique, mais aussi des traits qu'elle qualifie d'ambivalents et de préoccupants. Un besoin de reconnaissance, une volonté de gommer un passé douloureux et des colères impressionnantes masquées par une apparente désinvolture.
les mots qui reviennent le plus souvent dans les témoignages recueillis autour de lui: fourbe, menteur, double personnalité. En octobre, le psychiatre Philippe Genuy vient compléter ce portrait. Selon lui, Cédric Jubilard éprouve très peu d'affect envers Delphine et aurait ressenti une forme de mépris face à l'usure de leur couple. L'impression, selon les mots rapportés par l'expert, d'avoir été pris pour un con. Le divorce à venir lui aurait rappelé un éloignement familial bien plus ancien, un échec personnel profond. Le portrait qui se dessine est celui d'un homme à la haute opinion de lui-même, manipulateur, capable de s'adapter à son interlocuteur, mais sujet à une impulsivité marquée lorsqu'il perd le contrôle de la situation. Un échange, en particulier, va résonner très différemment avec le recul de juillet 2026. Un avocat général demande au psychiatre si un homme avec un tel profil pourrait, en théorie, commettre un tel acte. Sa réponse : oui, c'est tout à fait possible. Ce portrait psychologique, entendu dès les tout premiers jours, va planer sur l'intégralité des 4 semaines de débats qui vont suivre, des débats qui vont, eux aussi, réserver leur lot de surprises. Le procès s'ouvre le lundi 22 septembre 2025 à Albi, sous la présidence d'Hélène Ratinot, une présidente dont la conduite du procès sera saluée jusque dans la presse pour son calme et sa rigueur, loin de tout emballement médiatique ou politique. Cédric Jubilard est défendu par 2 avocats, Maître Emmanuel Franck et Maître Alexandre Martin. Dès le 2e jour, le 24 septembre, la Cour interdit tout nouveau tournage de l'accusé pour le reste du procès. Le 30 septembre, un expert en analyse ADN détaille les traces relevées sur les objets saisis, tandis qu'un enregistrement inédit, réalisé sans le consentement de Cédric Jubilard, est révélé à la Cour. Le 2 octobre, l'ex-compagne de l'amant de Delphine témoigne, et ce même jour, sous la pression des débats, Cédric Jubilard reconnaît avoir, par le passé, proféré des menaces de mort contre Delphine. Le lendemain, 3 octobre, l'amant lui-même, Jean M., de son vrai nom Donat Jean Maquet, détaille à la barre les circonstances de sa relation avec Delphine. Le contenu du témoignage du fils aîné du couple, Louis, 6 ans au moment des faits, est également révélé aux jurés, lu par les avocats des parties civiles, tant l'enfant lui-même ne peut évidemment pas témoigner en personne. Le 6 octobre, 2 voisines, une mère et sa fille adolescente, confirment sous serment avoir entendu des cris de femmes le soir de la disparition. Un incident technique marque également ces journées. Un gendarme reconnaît avoir accidentellement copié-collé le numéro de téléphone de l'amant de Delphine dans un rapport, une erreur de manipulation qui sème un temps la confusion parmi les débats avant d'être clarifiée. Le 7 octobre, sous le feu des questions, Cédric Jubilard reconnaît lui-même s'être trompé sur plusieurs points de son récit initial. Le 8 octobre, sa propre mère vient témoigner à la barre, un moment que la presse qualifiera plus tard de l'un des témoignages poignants du procès, aux côtés de ceux de la famille de Delphine elle-même. Pendant tout le procès, les observateurs présents décrivent un accusé impassible, presque absent. L'énigmatique Cédric Jubilard, écrira un journaliste, au visage de cire, sans qu'aucune émotion ne semble jamais percer, ni de son visage ni de ses paroles, quel que soit le témoignage entendu, aussi accablant ou aussi poignant soit-il. Le 14 octobre, dernier jour des débats, l'accusation requiert 30 ans de réclusion criminelle, malgré l'absence de corps. Les 2 avocats de la défense plaident, eux, l'acquittement pur et simple, s'appuyant sur l'absence de scène de crime, jamais formellement établie. Le procès se termine sur une note peu flatteuse pour les enquêteurs. La défense, particulièrement combative, parvient à démontrer que plusieurs pistes sérieuses n'avaient jamais été creusées par les gendarmes. Lors de sa dernière prise de parole, Cédric Jubilard martèle une dernière fois : « Je tiens à dire que je n'ai absolument rien fait à Delphine. » Le vendredi 17 octobre 2025, après 4 semaines d'audience et la délibération des 6 jurés, le verdict tombe, coupable, 30 ans de réclusion criminelle,
la peine maximale requise malgré l'absence totale de corps, de scènes de crime et d'aveux. Ses avocats font immédiatement appel. Une condamnation, donc. Mais une question continue de hanter tout le monde, y compris les enquêteurs eux-mêmes. Où est le corps de Delphine ? Personne, à cet instant, n'imagine que la réponse va arriver moins de 9 mois plus tard. Ni la façon dont elle va finir par sortir de la bouche de l'homme condamné lui-même. Début juillet 2026, un événement inattendu se produit. Cédric Jubilard écrit une lettre à ses propres avocats. Il y reconnaît, pour la première fois en 5 ans et 7 mois, être l'auteur de la disparition de sa femme. Le 15 juillet 2026, face à une conseillère de la cour d'appel de Toulouse, il confirme et détaille une énième dispute qui aurait dégénéré. Il évoque un geste qui l'aurait dégoupillé, un coup porté de façon accidentelle. Il explique avoir ensuite agi rapidement pour dissimuler le corps, expliquant vouloir avant tout éviter que ses enfants ne découvrent leur mère sans vie. C'est un tournant total dans le dossier. Après 5 ans à clamer son innocence devant tout le monde, les gendarmes, les journalistes, un jury populaire entier, Cédric Jubilard vient d'admettre de sa propre initiative ce que personne n'avait jamais réussi à lui faire dire. Mais un aveu, aussi capital soit-il, ne suffit pas à mettre fin à cette affaire. Il reste encore une question, la plus douloureuse de toutes pour la famille de Delphine. Où est son corps ? La réponse, cette fois, va arriver très vite. Quelques jours après cette première confession, Cédric Jubilard indique enfin aux enquêteurs l'endroit précis où il a dissimulé le corps de son épouse. Un dispositif impressionnant est immédiatement déployé. Une centaine de gendarmes, des routes coupées, une pelleteuse mobilisée sur une exploitation agricole à Mailloc, à une dizaine de kilomètres du domicile familial de Cagnac-les-Mines. Les fouilles durent 2 jours. Le jeudi 16 juillet 2026, elles aboutissent. Des ossements sont retrouvés, parmi lesquels 2 fémurs. Ils sont immédiatement acheminés vers le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise. 3 jours plus tard, la confirmation tombe. Ces ossements sont bien ceux de Delphine Ossaguel. Les fouilles sont définitivement arrêtées. Pour la première fois en 5 ans et demi, la question qui hantait tout le monde depuis la nuit du 15 décembre 2020 vient enfin de trouver une réponse. Mais dans les jours qui suivent cette découverte, une toute nouvelle audition de Cédric Jubilard va révéler des détails bien plus précis sur cette nuit-là, et ces détails, à leur tour, vont commencer à ne plus coller entre eux. Parce que le 21 juillet 2026, face à une juge d'instruction cette fois, Cédric Jubilard va raconter, dans le détail, minute par minute, ce qui s'est réellement passé cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et certains de ces détails, les enquêteurs vont très vite s'en rendre compte, ne collent pas avec ce qu'ils savent déjà. Face à la juge d'instruction, Cédric Jubilard livre enfin le récit complet qu'il a refusé de donner pendant 5 ans. « Elle a dit quelque chose qui m'a fait péter les plombs », explique-t-il. « Je voulais qu'elle se taise. Je l'ai attrapée par le cou, je l'ai serrée. Quand je faisais ça, elle était en face de moi. Je me souviens que je regardais mes pieds car je ne voulais pas croiser son regard. Elle est tombée inerte. » Il décrit ensuite avoir dissimulé le corps dans l'urgence, creusant à main nue dans le champ de Mailloc. J'ai utilisé mes mains pour faire ça. Comme c'était du terreau, c'était facile, j'ai creusé comme je pouvais et j'ai recouvert comme je pouvais. De retour chez lui, il explique s'être débarrassé des affaires de Delphine. J'ai pris le téléphone avec une paire de boots et un manteau à elle et j'ai tout jeté dans la poubelle d'un voisin à 50 mètres de la maison. Quand on lui demande enfin pourquoi il a menti pendant 5 années entières, sa réponse tient en une phrase, avec la pression des enquêteurs, la pression médiatique, la pression des juges, je ne savais pas comment faire pour me sortir de mon mensonge. Sur le papier, le dossier semble enfin bouclé. Un aveu complet, un lieu confirmé par la science, une explication pour le silence. Mais la famille de Delphine, elle,
reste sceptique face à ce récit d'un geste accidentel, presque impulsif. Et elle n'est pas la seule à douter. Parce qu'à peine quelques jours après cette confession, les enquêteurs vont ressortir un détail technique resté jusque-là sans importance apparente. Les données de géolocalisation du téléphone de Cédric Jubilard. Et ce qu'elles vont révéler ne colle absolument pas avec l'histoire d'un geste improvisé commis sous le coup de la colère. Cédric Jubilard affirme s'être souvenu du chant de Mylock au dernier moment cette nuit-là, se rappelant vaguement l'endroit pour y avoir travaillé sur un chantier par le passé. Une explication qui a le mérite de coller à sa version d'un crime spontané, non prémédité. Sauf que les enquêteurs, en réexaminant les données de géolocalisation de son téléphone, tombent sur un relevé daté du 5 décembre 2020, 10 jours avant la disparition de Delphine. Ce jour-là, à 6h12 du matin, le téléphone de Cédric Jubilard borne dans le secteur exact du champ de Mylock. Et il n'y passe pas simplement en voiture. Il y reste plusieurs minutes consécutives. D'autres points GPS le placent dans ce même secteur à plusieurs reprises. Ces données précises, transmises par Google après une longue procédure judiciaire internationale, n'ont pu être exploitées que tardivement, l'appareil ayant été verrouillé par des mots de passe pendant des années. Que faisait Cédric Jubilard, seul, immobile, dans ce champ isolé, 10 jours avant le meurtre de sa femme ? Sa version d'un souvenir surgi au dernier moment tient-elle encore face à ce nouvel élément ? Les avocats de la défense, eux, réclament un report du procès en appel pour intégrer ces nouvelles données et mener de nouvelles expertises psychiatriques. La famille de Delphine, de son côté, refuse tout délai supplémentaire. Et ce n'est pas tout. Début août 2026, un second élément vient fragiliser un peu plus la version livrée par Cédric Jubilard. Cette fois, sur la façon même dont Delphine est morte. Parce qu'une simple paire de lunettes, retrouvée dans la maison familiale, semble raconter une toute autre histoire que celle de la simple strangulation qu'il a décrite face à la juge. Parmi les indices matériels du dossier figure une paire de lunettes ayant appartenu à Delphine Ossagel. Une branche cassée, un verre fortement déformé. Lors du procès de 2025, un expert avait déjà estimé que ces dégâts provenaient d'un choc d'une rare violence, évoquant, pour donner un ordre de grandeur, l'équivalent d'une masse de 2 kg lancée à une vitesse de 32 km/h. Or, plusieurs collègues de Delphine affirment que ces lunettes étaient en parfait état juste avant sa disparition, sans la moindre trace de choc ou de fêlure. Un décalage frappant. Face à la juge d'instruction, le 15 juillet, Cédric Jubilard n'a pourtant évoqué aucune violence physique de ce genre, seulement une dispute verbale ayant dégénéré en strangulation, sans jamais mentionner le moindre coup porté. Un fossé sépare donc aujourd'hui les expertises scientifiques du récit livré par l'accusé. Ce décalage relance une hypothèse glaçante. Delphine Ossagel aurait pu subir de violents coups avant d'être étranglée. Une partie des faits que Cédric Jubilard continue, à ce jour, de passer sous silence. Je suis assez horrifié par ces déclarations, a réagi maître Philippe Pressec, avocat d'une cousine de la victime, sur France Info. J'ai le sentiment qu'il vient de tuer sa femme 2 fois. Alors, a-t-on vraiment fini par coincer Cédric Jubilard ? Sur le meurtre lui-même, sans doute possible. Sa propre confession, corroborée par la découverte du corps, ne laisse plus beaucoup de place au doute. Mais sur le déroulé exact de cette nuit du 15 décembre 2020, préméditation ou geste impulsif, strangulation seule ou coup porté avant, l'enquête, elle, n'est officiellement toujours pas terminée. Le procès en appel de Cédric Jubilard, initialement prévu le 21 septembre 2026, a été reporté au premier semestre 2027 pour permettre l'analyse de tous ces nouveaux éléments. Les données téléphoniques, les lunettes brisées et sans doute d'autres détails encore à venir. Delphine Ossagel avait 33 ans. Infirmière de nuit, mère de 2 enfants, elle s'apprêtait à l'été 2020 à commencer une nouvelle vie
loin de son mari. Ses enfants, aujourd'hui, âgés de 12 et 6 ans, ont grandi dans l'incertitude la plus totale pendant 5 ans avant de recevoir cet été une réponse qu'ils auraient sans doute préféré ne jamais avoir à entendre. Ce qui frappe le plus, en reconstituant cette enquête étape par étape, ce n'est pas seulement qu'un homme ait fini par avouer après 5 ans de mensonges. C'est de réaliser qu'un aveu, même détaillé, même corroboré par la découverte d'un corps, ne clôt pas automatiquement une enquête. Chaque nouvelle pièce du puzzle, un relevé GPS, une paire de lunettes brisées, continue de redessiner ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Comme si Cédric Jubilard, même en avouant, n'avait toujours pas fini de dire toute la vérité. Si cette reconstitution vous a plu, dites-le moi en commentaire avec le mot « Delphine ». Ça m'aide énormément à savoir combien d'entre vous regardent une vidéo jusqu'au bout et ça motive à continuer de suivre ce dossier avec tout le sérieux qu'il mérite. Si vous avez apprécié cette vidéo, un pouce bleu et un abonnement à la chaîne aident énormément à faire connaître ce travail. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire vraie et bouleversante. Prenez soin de vous. C'était Crimo.